L'harmonie du Familistère répète dans le théâtre. Les enfants méritants y jouent la comédie. Mais Gaudin précise bien que cet endroit est celui des jouissances moralisatrices. Tel un prédicateur, il donne chaque dimanche des conférences de morale auxquelles les familistériens sont conviés. Il se plaint du manque d'affluence. Pourtant, il faut éduquer le peuple qui n'est encore qu'un grand enfant. Ce n'est donc pas un hasard si le théâtre est flanqué des écoles, tel le grand atelier des adultes entouré des petits ateliers des enfants. À l'arrière du bâtiment d'habitation centrale, on trouvait aussi le Pouponat, aujourd'hui disparu, le plus petit des ateliers, encore relié comme par un cordon ombilical au bâtiment mère. Ainsi, crèche, école, théâtre constituent comme un axe éducatif qui traverse le centre de la cité. Gaudin pense à tout, règle tout, jusqu'aux détails les plus infimes de la vie quotidienne. Il dessine le mobilier du Pouponat et des écoles, dont il définit avec une précision de maniaque la série de mesures. Le corps humain apparaît comme un étalon. Longueur des deux avant-bras réunis, les mains jointes entre les pouces et appliquées contre la poitrine. Hauteur de la jambe du sol au jarret augmentée de 2 cm pour la chaussure jusqu'à la taille de 1,23 m et de 3 cm ensuite. Hauteur du torse, de dessus le banc où l'élève est assis jusqu'au-dessus de l'épaule, l'élève ayant les bras tendus en croix. Dans ce pragmatisme poussé à l'extrême, c'est l'utopie qui réapparaît. L'utopie d'un monde totalement mesurable, calculable, réductible à un ordre mathématique. Et pourtant, pour Gaudin, l'architecture doit être au service des hommes. Au Familistère, tous les appartements sont traversants, éclairés et ventilés par de grandes fenêtres qui donnent sur l'extérieur et sur la cour. Car pour Gaudin, la clarté répandue partout dans l'habitation est le signal du progrès intellectuel et moral des générations qui vont renaître à la nouvelle lumière sociale. La lumière doit donc pénétrer partout, du grenier à la cave. Sous la cour, la réserve des économas est éclairée au moyen d'un quadrillage de grilles. Éviter l'effet de serre sous la verrière est une autre gageure que Gaudin relève. Il invente et réussit un système de climatisation avant l'heure, simple et entièrement naturel, réalisant ainsi le rêve de Fourier d'un espace tempéré toute l'année. L'air pénètre dans la cave au moyen de grands soupiraux où il constitue une réserve d'air frais en été, tiède en hiver. Il est ensuite redistribué dans la cour par des soupiraux latéraux. Des ouvertures dans la verrière créent un appel d'air permanent. Autre invention moins spectaculaire mais promise à une grande postérité, la trappe à balayure, ancêtre du vide-ordures. Enfin, Gaudin amène l'eau courante au Familistère. À chaque étage, il place une fontaine et des cabinets d'aisance, ce qui rend le Familistère plus confortable que la plupart des immeubles bourgeois au même moment à Paris. Le confort au Familistère est placé sous le signe de l'abondance. À la différence de l'habitat individuel où il faut sans cesse épargner, ici, tout doit être largement conçu et largement approprié, explique Gaudin. Le palais social ne peut mettre de parcimonie à distribuer les dons gratuits que la nature fait à l'homme. Et ce que la nature ne produit pas, Gaudin s'ingénie à le fournir par ses propres moyens. Il récupère l'eau chaude de l'usine pour alimenter le bâtiment du lavoir où se trouvent aussi des cabines de bain et, comble du luxe, une piscine.
espace, lumière. Godin définit tous ses besoins humains pour son architecture. Un siècle plus tard, Le Corbusier reprendra les mêmes thèmes pour sa cité radieuse, unité d'habitation collective qui rappelle en tout point les principes définis par Godin et Fourier. Un an avant sa mort, Godin construit un autre familistère pour son usine de Laeken, près de Bruxelles. Coincé sur un terrain trop étroit, l'unique bâtiment de Laeken n'aura jamais l'envergure du familistère de Guise. Godin meurt en 1888. Il lègue son usine, les habitations et les équipements du familistère à l'association qu'il a créée pour lui succéder et qui fonctionne sur le principe d'une coopérative ouvrière. L'association durera près d'un siècle. En 1968, la société du familistère est rachetée par un groupe industriel qui garde l'usine et liquide le reste. Les équipements sont repris par la ville ou l'État. Les appartements sont mis en vente. Le familistère est devenu une habitation comme les autres avec des locataires et des propriétaires. La dernière assemblée de copropriétaires a demandé la fermeture des passages. On peut bâtir des plans dans des livres, mais quand il s'agit de mettre ces plans en pratique, c'est avec les volontés contradictoires des hommes qu'il faut compter. Des échecs ont suivi de si près les rares tentatives de réforme sociale qu'on en est arrivé à traiter de rêveurs les hommes qui les préconisent. On m'applique peut-être le même terme, mais il faut bien constater que j'ai été jusqu'ici l'homme des faits. J'ai traduit mes pensées en actes et je leur ai donné l'organisation et la vie avant de les exposer en théorie. Il n'est donc pas possible de dire que je suis resté dans le domaine des utopies. Et maintenant, imaginez des cours, des passages, des galeries, tout ce qu'il faut pour se poursuivre, se perdre, se retrouver. Les enfants avaient fait leur territoire de cet espace original, qui malgré sa simplicité et ses travers, tenait tout de même du labyrinthe cher à Fourier. Une architecture qui se passait d'architecte. Aujourd'hui, c'est le familistère qui fait rêver les architectes. Peut-être parce qu'ici, l'architecture pouvait changer le monde.